Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Présence protestante. Au cœur de notre débat aujourd'hui, la guerre et la paix, deux notions littéralement indissociables, alors que tout semble pourtant les opposer. L'actualité nous a démontré que tout pouvait basculer d'un État à l'autre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est la raison pour laquelle nous voyagerons au cœur de l'humain, au cœur de la terre, au travers de la vie de notre invitée, Gisèle Génia Flax. La vie, elle l'a connue dans toute sa splendeur, dans toute sa douleur, la faim, la soif, la souffrance, la déchirure familiale, la survie, autant de mots qui ont trouvé écho dans son existence. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a baissé les bras. La guerre, elle l'a connue dans sa petite enfance. Elle a vécu sous terre pour survivre. Et si la situation en Ukraine lui parle plus que jamais et réveille en elle de douloureux souvenirs, elle est aujourd'hui remplie d'un message d'espoir qu'elle nous délivrera dans quelques instants. À nos côtés également, Véronique de Montfort, l'amie, l'éditrice, la confidente, nous partagera son cheminement familial avec Gisèle, deux tranches de vie parallèles et perpendiculaires à la fois qui nous emmèneront assurément sur le chemin de la vie. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Gisèle, bonjour. Bonjour. Vous aviez 4 ans quand la Seconde Guerre mondiale a commencé. Votre maman et votre grand-père ont été arrêtés sur dénonciation devant vos yeux. Racontez-nous un peu ce parcours tout à fait étonnant. Par la dénonciation, ils ont pris le chemin dans le grenier pour prendre des fourrures que mon grand-père cachait. Et de ce fait-là, donc, il y a eu la dénonciation et mes grands-parents devaient être arrêtés. Et c'est ma maman qui a dit à sa maman « J'irai à ta place, je n'ai pas pour longtemps, je reviendrai tout à l'heure. » Votre maman ne devait pas être arrêtée, c'était votre grand-mère. Non, elle ne devait pas être arrêtée, c'est les grands-parents, donc ma grand-mère avec mon grand-père. Et ça, c'est une image forte pour vous. Très forte, parce que ma grand-mère m'a dit d'aller dire au revoir encore à ma maman. Je me dirige vers ma maman se dirige vers moi, et en ce moment, les gestapistes avaient une cravache en cuir qui ont assommé ma mère. Elle a poussé des cris. Moi, j'ai attrapé peur. Elle a été prise par les gestapistes. Et c'est la dernière image que j'ai vue de ma maman. Vous écrivez encore aujourd'hui « Je suis hanté par ces souvenirs de l'arrestation de mon grand-père et de ma mère ». Tout à fait. Tout à fait. Cette image est toujours devant moi. C'est comme si c'était hier. C'est ça. Malgré votre jeune âge, vous gardez quand même souvenir, ça s'est imprégné en vous. Absolument. 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 C'est des images très fortes. C'est très fort. Et puis ce n'est pas fini. Hein. L'histoire ne fait que commencer, malheureusement. On le rappelle, vous n'avez que 4 ans à ce moment-là. 4 ans et demi, disons. 4 ans et demi. Votre grand-mère va aussi décéder. Et vous allez rester vraiment seul avec peut-être des gens de votre famille. Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a des situations que vous vous souvenez plus particulièrement? Quand mon papa est parti en 1938 en France, ma grand-mère est décédée. Ma maman, avec mon grand-père, sont partis, ont été arrêtés. Je suis resté tout seul. Il y avait des voisins qui se sont occupés, puis j'ai retrouvé une sœur de ma maman, tante Lucia, qui m'a pris chez elle. Oui. Mais il y avait très souvent des rafles. Et de ce fait-là, elle m'a dit que je ne pouvais pas rester chez elle.
Comme de juste, puisqu'elle va être arrêtée. Un peu plus tard, elle va être arrêtée dans le camp de ghetto de Kochari. Voilà. Et après, j'ai été cachée à gauche et à droite chez des personnes âgées, chez un couple de jeunes, puis chez une dame avec un enfant. J'étais cachée derrière une garde-robe en forme de triangle. Je ne pouvais pas bouger. À peine respirer, vous dites? Oui, parce qu'elle avait une petite fille de mon âge et elle ne pouvait pas savoir que j'existais. Donc, je devais rester toute la journée derrière cette garde-robe jusqu'à quand elle va dormir. Et après, je pouvais sortir. Et quand on est enfant, on arrive à vivre comme ça, à vivre caché, immobile, ne pas presque respirer, ne pas parler. C'est-à-dire, ce qu'il y avait, c'est la grande peur. Il y a une conscience de ce qui se passe. Oui, je suis consciente, oui. Et j'ai peur. Donc, quand vous avez peur, vous restez tranquille. Vous ne bougez pas. On a enlevé même le fond de la garde-robe en cas, si quelqu'un veut jeter un coup d'œil, que je puisse me cacher entre les vêtements. Donc vous étiez toujours sur le qui-vive. Toujours. Toujours dans la peur. Vous décrivez cela très bien. Le moindre bruit, je devais faire attention. Voilà. Donc on pouvait vous surprendre. La Gestapo pouvait vous surprendre à n'importe quel moment. Oui, parce que cette femme, tous les soirs, à un moment donné, les Gestapo venaient chez elle et ils faisaient la fête. Hein. Véronique, qu'est-ce qui se serait passé alors? Si petite comme cela, elle était prise par la Gestapo. L'histoire de Gisèle est très emblématique de la Shoah, dans le sens où ni les enfants, ni les vieillards, ni les personnes handicapées, ni celles qui ne rentraient dans l'idée du Troisième Reich ne pouvaient survivre. Les enfants n'intéressaient pas, je mets des guillemets, le Reich tant qu'il n'était pas une force de travail. Un enfant de 4 ans n'a aucune chance de survivre. À partir de 15 ans, on pouvait espérer survivre. D'ailleurs, ceux qui sont sortis des camps avaient en général été rentrés dans les camps de concentration et les camps d'extermination jeunes. Tous les autres n'avaient aucune chance. J'estime, avec le recul de toute l'histoire de Gisèle que je connais bien maintenant, que ces chances étaient proches de 0,2. Vous auriez dû mourir. Oui, des centaines de fois. Ah oui. Vous écrivez, c'est un miracle que je veux toujours en vie. Ah oui. C'était improbable. C'était quand j'étais chez cette femme, par exemple, à un moment donné, elle n'a plus voulu de moi parce qu'il y avait du danger pour elle. C'était trop dangereux pour elle, pour sa fille. Il faut dire aussi que quand les Polonais cachaient des Juifs, ils étaient automatiquement tués. Donc, elle a commencé à avoir peur et à un moment donné, elle m'a dit « Je ne peux plus te garder ». Et de ce fait-là, un jour, elle m'a dit « Tu pars ». Et pas loin de chez elle, il y avait un bureau, enfin une maison où il y avait des gestapistes. Et elle m'a dit que je dois prendre ce chemin pour aller vers cette maison. Et moi, je ne sais pas ce que j'ai eu, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas écouté. J'ai pris tout à fait une autre direction, la direction vers un marché. Et là, je me suis faufilée parmi les personnes, et ma chance était que j'étais blonde. Donc, que je passais plus facilement vis-à-vis des Allemands. Ils aimaient les blondes. Une enfant comme les autres, comme le schéma qui... Et je me mettais toujours à côté d'une personne adulte, pour ne pas qu'on voit que je sois tout seul. Mais c'est quand même extraordinaire, ça. À 4 ans et demi, 5 ans, avoir cette présence d'esprit. Parce qu'on m'a dit, il faut te taire, tu ne peux pas parler, tu dois faire attention. Et tout ça, j'ai enregistré très vite, en fait. Parce que chaque pas, chaque minute, je pouvais être prise. Et sur le marché, entre parenthèses,
J'ai volé une carotte, j'ai volé une pomme parce que j'avais faim. Et puis j'ai été un peu plus loin, me cacher. Il y avait des gros bâtiments. Vide? Non, ils n'étaient pas vides. C'était habité, mais il y avait des portes cochères. Et là, j'ai pu me cacher à un moment donné. C'est ça. Et ces bâtiments, je les ai revus en 2017. Quand vous êtes retourné? Quand je suis allée en Ukraine. J'ai fait tout un pèlerinage, la place du marché qui est devenue un parc maintenant. Les maisons sont toujours là, sauf une qui a été démolie. Et quand j'ai été là, me suis approchée et à un moment donné, j'ai attrapé une panique. Je ne savais plus bouger et je ne savais plus parler. Vous aviez besoin d'ancrer vos souvenirs dans la réalité, de revenir sur place pour dire « ça s'est vraiment passé, j'ai pas inventé, j'ai pas fantasmé ». C'est ça, exactement. Mais quand j'ai revu ça, je suis restée sur la place et je ne savais plus bouger. J'ai fait appel à mes... Parce que j'étais avec des guides, ils sont venus pour me calmer, enfin. Et ces guides, c'était? C'était un guide polonais et un guide ukrainien. Qui étaient là quelque part pour essayer de sauver les personnes comme vous? Non, c'était pour me guider, parce que je me rappelais, j'ai demandé, est-ce que la place existe encore? Est-ce que ça existe encore? Et les camps, on a été voir aussi les camps. J'ai retrouvé là où j'ai été dans les camps. Parce qu'après le marché, vous avez été dans les camps? Dans les camps, il y en avait 3. Et le troisième, parce que tous ces camps sont achetés par des Ukrainiens. Ce sont devenus des endroits privés. Donc je ne pouvais pas rentrer comme je voulais. Et à un camp, c'était ouvert, et là, je me suis dit, je rentre. Et c'était le camp où j'ai été cachée pendant un certain temps. Vous vous souvenez combien de temps, à peu près, vous êtes resté? Mais il faut vous dire, monsieur, que je n'ai jamais été à l'école. Je ne savais ni lire, ni calculer. Et pour moi, le temps, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si c'est 3 mois, si c'est 1 mois, si c'est 15 jours. Vous aviez perdu la notion du temps. Oui, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas lire, je ne savais pas l'endroit. Et qu'est-ce que vous espériez à ce moment-là? Qu'est-ce que dans une tête d'une petite fille comme vous réalisiez, vous pensiez, je ne sais pas. Écoutez, la seule chose que j'avais, c'est la peur. La peur, tout ce qui bougeait. Dans le camp, à un moment donné, il y avait un chien qui... Parce que les Allemands vous êtes passé par le camp de travail. Oui. Parce que n'oubliez pas que les Allemands sont très méticuleux. Hein? Oui. C'était tout le temps des contrôles. Donc, quand j'étais cachée côté femme, parce que j'ai retrouvé ma tante, Lucia, qui est devenue cuisinière. Il faut peut-être dire que dans cette errance que vous avez connue de cachette en cachette, vous avez rencontré peut-être un groupe de partisans. Exactement. Et qui vous ont conduit vers votre tante Lucia, qui était dans un camp de travail, et là, vous étiez caché. C'est ça que vous racontez. Oui. Elle était cuisinière. Sa fille, qui avait 13 ans, est passée pour 16 ans. Et moi, je suis restée cachée dans ce camp pendant un certain temps, à plusieurs endroits. L'endroit où il y avait un chien qui est venu. Là, c'était horrible, parce que je ne sais pas si on peut se rendre compte. Le chien de la Gestapo, quoi. C'était pas des chiens, c'était des loups pour moi. Ben oui, vous étiez petite en plus. Et à un moment donné, le chien s'approchait, et il y a un bruit qui s'est fait, et l'Allemand s'est enfui pour voir. Donc, puis j'ai été cachée à un autre endroit, un double plafond. Puis j'ai été cachée la 3e fois dans un plafond
où il y avait des personnes âgées avec des enfants et un couple de personnes âgées avait un fils qui était capot dans le camp. Capot, c'est-à-dire? C'est-à-dire, les Allemands choisissaient un juif qui devait faire le travail des Allemands, devait être mauvais. Oui. Et s'il ne le faisait Un pas... espion, en quelque sorte. Oui. S'il ne le faisait pas, on le tuait et on prenait quelqu'un d'autre. Voilà. Mais parmi ces capots, il y en avait qui ont Il pris y en votre a- cause. Oui, il y en a des capots qui faisaient pour les Juifs et pour les Allemands. Ils jouaient le double jeu. Et les Allemands ont promis à ce capot qu'ils vont sauver les parents s'ils nous dénoncent. Et il a dénoncé. Et la première chose que les Allemands ont fait, c'est de tuer les parents. Et ça, c'est déjà une horreur. Là, vous attrapez vraiment très, très peur. Là, j'ai été arrêtée, j'ai été sauvée par ma tante, parce qu'elle avait son beau-frère qui était le chef du camp, donc qui jouait le double jeu. Et il m'a sauvée. On voit pendant toute cette histoire combien les personnes que vous avez rencontrées, loin d'être toutes contre vous mauvaises, ont servi vraiment de guide pour vous sortir d'affaires. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai... Vous dites à un certain moment dans votre livre, il n'est pas possible autrement, quelqu'un veillait sur moi. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Je pensais à ma maman. Votre maman, depuis là où elle était, Oui, je pensais tout le temps à ma maman. Et je me dis, c'est pas possible, elle doit être quelque part avec moi. Malgré la séparation, malgré la mort, elle Mais vous je aimait ne quand savais même. pas. Moi, je pensais que ma maman était vivait. quelque part et qu'elle son vivait. amour devait passer, devait vous porter et vous transporter de lieu en lieu et vous protéger. Cet amour qui vous a tellement manqué, vous le sentiez quand même, malgré tout. Ah oui, parce que je pensais que j'allais, chaque fois quand je changeais quelque part, que je pouvais la retrouver. Oui. Je ne me rendais pas compte de tout ce qui se passait, vu que j'étais cachée. Donc je ne me rendais pas compte de tous les mauvais qu'il y avait. C'est une particularité de l'histoire de Gisèle. On doit quand même resituer l'histoire de Gisèle. Gisèle est née en Pologne, à la frontière ukrainienne, dans un petit village qui s'appelle Przemyśl, et qui sert maintenant de passage pour les Ukrainiens qui fuient l'Ukraine. L'histoire, malheureusement, se répète. Et donc, à cette époque-là, l'endroit où est cachée Gisèle appartenait à l'Ukraine. Donc, elle est vraiment sur la frontière et c'est la bascule entre l'Ukraine et la Pologne. Borislav, en 1938, était polonais. Était polonais, oui. Maintenant, et mes grands-parents habitaient pas loin. Voilà. Et c'est quand mon papa est parti en France, ma maman a décidé d'aller habiter chez ses parents, puisque mon père devait venir nous chercher. Donc c'était provisoire que j'étais. La guerre rattrape. Donc c'était polonais avant la guerre. Tout cela, vous le racontez très bien dans ce beau livre que vous avez écrit, Sous terre pour survivre, parcours d'une enfant juive. Mais maintenant, passons un peu à cet épisode d'après-guerre. Vous avez connu une période d'errance, une période de mendicité aussi, oui. Et puis vous êtes venu habiter, je résume bien sûr, à Bruxelles. Vous avez passé toute votre vie à Bruxelles et vous avez tu ces choses. Oui. Pourquoi? Oui. D'abord, j'étais un enfant. Quand je suis venue en Belgique, j'avais 11 ans et demi. Je ne sais pas si quelqu'un m'aurait cru, premièrement. Deuxièmement, on ne me posait pas de questions. Donc, on ne me posait pas de questions. Je ne parlais pas. Oui. Puis c'est difficile. Et c'était d'ailleurs très difficile de parler. Et j'ai mis des années à me taire. Alors aujourd'hui, vous visitez les écoles, on vous invite dans les écoles, on vous invite en prison, on vous invite dans des centres fermés. On en reparlera
tout à l'heure. On va voir d'ailleurs quelques images maintenant, tout en discutant ensemble, en continuant notre interview. Qu'est-ce qui vous pousse à parler? Qu'est-ce qu'il y a en vous? Quelle est la force qu'il y a en vous? J'ai toujours pensé, je pense que la guerre qu'il y a aujourd'hui, je me suis dit, il n'y aura plus jamais une guerre. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Et qu'aujourd'hui, que ça recommence, je suis anéantie quand je pense à ça. Parce que tout revient. Oui. Tout revient exactement de la même manière comme il y a 80 ans. J'ai 87 ans aujourd'hui et je pensais ne plus jamais revoir ce que je peux constater aujourd'hui. C'est comme si la mémoire de l'humanité s'effaçait? S'estompait? Difficilement, mais... Pas la vôtre, bien sûr, mais il faut que des gens comme vous témoignent pour dire « mais non, ne recommencez pas, c'est pas possible ». Ben oui, c'est ça que j'aurais souhaité, aimé, que ça ne se reproduit plus. Je pense que c'était tellement... Il y a 80 ans, c'était tellement terrible. Regardez, de là où de mon côté, à Borislav, où j'ai vécu, nous étions 17 000 et on a survécu qu'à 200 personnes, ceux qui ont été cachés dans la forêt. Alors, vous vous imaginez, aujourd'hui, on recommence. On retrouve les mêmes images, on retrouve... C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça, vous le partagez avec les jeunes? Surtout, ils réagissent comment à ce partage? Surtout, les enfants, ils réagissent très bien, je trouve. Ils prennent vraiment à cœur parce que, quand je parle, il y en a qui me disent « Maintenant, je n'oserai plus me plaindre. Voilà. Après ce que je vous ai écouté, je n'ose plus me plaindre. » Les autres me disent « Parce que j'ai horreur de voir du pain par terre, oui, jeter à manger et tout. » Et je leur dis ça. Alors il y en a qui me disent « Je ne jetterai plus. Je prendrai un peu moins, mais je ne jetterai plus. » Et puis, toujours des échos comme ça. Ça reste dans la mémoire des jeunes. On va voir encore quelques images maintenant où on voit un hommage à partir de vos textes, probablement des textes qui se trouvent dans votre livre. Des jeunes ont fait tout un spectacle. On est en train de voir quelques images de ce spectacle. Ça m'a fait grand plaisir. Et qu'est-ce qu'ils retiennent, ça, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils retiennent de cela? Ben, je pense qu'ils retiennent les choses qu'ils ne pourront pas, comme j'ai vécu tellement mal, ils essayeront de vivre un peu mieux que ce que moi j'ai vécu. Ce qui est intéressant quand Gisèle témoigne avec des jeunes, c'est que non seulement ils ont la chance de voir une personne qui a vécu l'histoire, donc ce n'est pas une histoire abstraite, mais ce qui est toujours très impressionnant, c'est ce qui s'approprie le témoignage de Gisèle. Et entre autres, le fait que cette petite fille a dû survivre sans personne pour l'aider, dans l'espoir fou de retrouver sa famille, de retrouver sa mère, alors que sa mère et son grand-père étaient morts, de retrouver ce père qui était loin, et cette ténacité de cette petite fille qui voulait vivre, survivre et avancer dans la vie. Et je pense qu'ils intègrent parfaitement bien ce témoignage-là et s'en nourrissent en fait. Ils s'en nourrissent et ils vont marcher à leur tour sur cette voie-là. Oui, et c'est d'ailleurs très impressionnant, parce qu'en général, quand on est dans des établissements scolaires avec Gisèle, à la fin du témoignage de Gisèle, je crois qu'ils font tous la file pour l'embrasser. C'est ça. Et pour faire des photos avec elle. Ils veulent la toucher. Ouais. Vous êtes une héroïne, en quelque sorte, pour eux. Une grand-mère. Il y en a plusieurs qui disent « Je voudrais que vous soyez ma grand-mère », qu'ils s'appellent, qu'ils aient tous les noms possibles, qu'ils viennent de n'importe quelle origine. Ça n'a aucune importance. En tout cas, ce qui m'a très touchée, c'est quand on était au musée. À la caserne de Saint. Ah oui, il y a un jeune homme. Il s'appelle Mehdi. Mehdi. Oui. Et il m'a donné un bisou sur le front et je ne savais pas que ça voulait dire... Beaucoup de respect. Beaucoup de respect, C'est ça. comme pour une maman. Tout à fait. Voilà. Et ça m'a
fort touchée. C'est... Vous c'est des dites choses- dans votre livre, à un certain moment, que vous réfléchissez au pourquoi de cette souffrance, mais maintenant, Non. vous écrivez « Je sais, c'est pour témoigner Voyez, c'est vrai, c'est vrai. ». Vous, Véronique, vous avez été un peu recherchée dans l'histoire, tout ce que Gisèle dit ici. En fait, Gisèle était très petite, 4 ans et demi. Et quand j'ai eu connaissance de son histoire, parce que pour la petite histoire, Gisèle est la meilleure amie de ma mère depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours connu Gisèle sans savoir toute l'histoire qu'il y avait derrière. Et donc, je savais que chez Gisèle, c'était une angoisse très forte. Est-ce que je n'ai pas inventé? Est-ce que je n'ai pas des souvenirs qui ne seraient pas la réalité? Donc, tout mon travail a consisté, avec toute l'équipe éditoriale, de vérifier tout ce que Gisèle avait Tout un dit. travail C'est d'enquête, une- de tout le recherche. travail C'est de une 2 ans. partie du livre. 2 ans, 2 ans d'enquête, Oui. et qui se sont terminés il y a quelques mois, puisque j'ai retrouvé la trace de la maman de Gisèle, puisque Gisèle ne savait pas ni comment sa mère était morte, ni où elle était. Malheureusement, il n'y a pas de tombe, mais le souvenir de la maman de Gisèle est à Yad Vashem, dans le mémorial des Juifs, et je pense que ça a peut-être apaisé beaucoup d'angoisse chez... Parce que j'ai cherché. Toute Je sa voulais vie. savoir où elle était Ce qui morte. lui est arrivé. Oui. Voilà. Ce qui est arrivé, je ne l'ai pas su. Et c'est grâce à Véronique Voilà. qu'elle a fait Al- des recherches. Malheureusement, le temps s'écoule vite. Nous arrivons à la fin de notre émission et j'aimerais terminer par l'hommage des jeunes et notamment de ces jeunes que vous avez rencontrés à Saint-Venant en France, d'un centre éducatif fermé, qui vous ont écrit quelques lignes et qui en ont fait un rap que nous allons écouter d'ailleurs dans quelques instants pendant le générique. Je lis tout simplement quelques lignes. Quand je suis dans le noir, je pense à ton sourire, sous terre pour survivre, sous terre pour oublier. Tu es venu témoigner ton histoire, tes malheurs. Quand on écoute ton histoire, tes paroles résonnent. C'est là-dessus que nous terminons. Un grand merci à toutes les deux et à une prochaine Formidable. émission. C'est formidable. Les choses... Pour survivre, se taire pour oublier. Gisèle a décidé de venir nous raconter ton histoire, tes malheurs, cette guerre, cette terreur. Victime de l'être humain, coupable des pires horreurs. Orpheline, tu étais, rarement t'as connu le bonheur. Désormais t'écris des livres, ton histoire sous les projecteurs. On t'a volé ton enfance, aujourd'hui la chance qu'on a d'être en France et de ne pas connaître la peur. Ton chemin en dit long quand on écoute ton histoire. Tes paroles résonnent car elles sont remplies d'espoir. Je repense à toi seul dans le froid et dans le noir. Mes pensées si sombres quand je repense à toi le soir. Et quand je marcherai seul.